crois que je vais avoir besoin d'aide pour arriver à mon PowerPoint, mais j'en profite en attendant pour la transition de remercier profondément Sophie, sans qui je ne serais pas là. C'était une grande surprise et grand bonheur de découvrir dans mon mail l'invitation de venir ici il y a 6 mois, où je pensais sincèrement que ce serait en distanciel, comme on dit. Mais voilà, donc grand plaisir d'être là. Merci aussi à Joël et à vous tous. Je ne connais pas du tout cette région. Mon père est français, mais ma mère est américaine. J'ai toujours grandi aux États-Unis, fait toutes mes études aux États-Unis. Donc c'est vraiment, je pense, cette notion de découverte de territoire, de passé, et grâce à Tristan de venir ici. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Et d'ailleurs, donc la présentation qui vient de se faire, je pense, va être, j'espère, très complémentaire, puisque c'est vraiment en parallèle. Bon, alors, essayons... oui, avec tout ça, si jamais il y avait des problèmes, vous ne m'entendiez pas, vous pourrez me le dire. OK. Donc, en cette année... alors, j'avance, voilà. En cette année 2022, où l'on observe de grandes manifestations internationales dédiées au 400e anniversaire de Molière, l'on pourrait se demander si l'attention portée à la longue carrière de l'auteur comique, acteur, chef de troupe suscitera une attention nouvelle pour Tristan l'Hermite, y compris dans les études théâtrales du XVIIe siècle outre-Atlantique. Si lors du colloque Retour sur Molière tenu à la Sorbonne en janvier dernier, la séance auteur et troupe dans l'entourage de Molière proposait une communication de Sandrine Béréga au sujet de Molière jouant les tragédies de Tristan, dans le colloque équivalent qui se tiendra en avril, prévu à New York, Décentrer Molière, dont le thème même invite à élargir l'angle de la recherche au-delà du comédien-auteur, Tristan n'y figure pas du tout. Son absence dans ce colloque américain, centré autour du milieu théâtral du XVIIe siècle, perpétue l'omission, je l'admets, de Tristan dans l'ouvrage collectif que j'ai récemment co-dirigé et publié en 2021, Teaching French Neoclassical Tragedy. Ce recueil contient 22 articles écrits par des spécialistes de théâtre, tous enseignant dans des universités nord-américaines. Le volume a pour but de proposer de nouvelles approches visant à intégrer le théâtre classique dans des cours universitaires destinés à des étudiants anglophones. L'on y trouve des articles consacrés à la tragédie en musique, aux pièces à machine, à la tragédie humaniste du XVIe siècle, à la tragédie religieuse, au théâtre de Saint-Domingue, parmi des approches postcoloniales, queer, ou prenant les théories de l'affect ou des gender studies, par exemple. Mais hélas, aucune intervention n'est consacrée à Tristan, bien qu'il figure dans l'introduction, où il est désigné comme emblématique de la variété et de l'étendue du théâtre, susceptible de se placer sous l'étiquette classique, une étiquette de plus en plus extensible. Le théâtre de Tristan n'occupe donc pas aujourd'hui les premiers rangs dans les études du grand siècle aux États-Unis ou au Canada. Mais il n'en est pas pour autant absent, loin s'en faut, et c'est bien pour évaluer sa place et confirmer sa présence dans la recherche et l'enseignement nord-américain que je suis parmi vous aujourd'hui. Donc je me permets d'abord de faire une courte parenthèse pour souligner le contexte des études littéraires aux États-Unis. Il faut savoir que les universitaires qui travaillent dans les départements de français ou de langue moderne ont une immense liberté quant au choix des œuvres qu'ils et elles peuvent intégrer dans leurs cours. Sans jury d'agrégation, ni d'inspecteur pour le secondaire, ni d'influence d'un ministère de l'Éducation, l'on ne prépare pas les étudiants à des concours dans les classes de français et il n'y a pas de bibliographie commune d'une université à l'autre. Chaque professeur constitue son propre programme en fonction des objectifs et effectifs de son cours. Ainsi, lorsqu'Alain Viala réfléchissait à la construction du canon dix-septiémiste en France et qu'il notait l'importance de l'adhésion commune à une logique classique dans la transmission d'une œuvre, il avait choisi cette formule. On reçoit les classiques pour être reçus en retour. Mais ceci n'est assurément pas le cas aux États-Unis, où seul le ou la professeur évaluera la qualité d'un mémoire de premier cycle. La pression institutionnelle est minimale et ainsi l'on pourrait croire, espérer, que cette liberté serait plus propice à promouvoir un canon plus large ou plus hétérodoxe dans lequel Tristan se situerait plus facilement. Toutefois,
Étant donné les effectifs de plus en plus réduits en études littéraires françaises et le petit nombre d'étudiants qui se spécialisent en littérature prémoderne, la fonction d'un texte consiste souvent à présenter une vue d'ensemble, à faire office d'œuvre représentative ou emblématique d'une époque ou d'un mouvement historique ou esthétique. Les enseignants outre-Atlantique sont pris entre la nécessité d'enseigner les œuvres les plus connues et la volonté d'en faire connaître de nouvelles à des étudiants pour lesquels Pierre Corneille sera tout autant une découverte que Tristan l'Hermite. Une analyse de l'enseignement et de la recherche américaine que j'ai faite en 2016 a révélé une tendance nette chez les enseignants américains à ne pas trop s'écarter du canon. Donc en fait, quand on enseigne Corneille aux États-Unis, c'est vraiment le Cid, Horace et Cinna. Ce qui est assez surprenant étant donné la liberté qu'on a dans nos choix. Donc on ne s'écarte pas trop du canon puisqu'il représente une valeur certaine, même si l'on observe aujourd'hui de grands efforts pour soustraire les auteurs et surtout les dramaturges féminins des marges. Le New York Times en avait même parlé, et on assiste à la redécouverte du matrimoine du grand siècle. Donc je referme cette parenthèse pour me tourner vers une très brève quantification des taux de publication outre-Atlantique autour de Tristan, puis j'examinerai de plus près les évolutions et tendances de la recherche américaine à propos de l'auteur que nous célébrons ensemble aujourd'hui. Pour cet aperçu quantitatif, je me suis appuyée sur la base de données de la Modern Language Association, International Bibliography, qui représente plus de 2,7 millions de publications mondiales dans le domaine des lettres et des langues modernes. La bibliographie MLA recouvre à la fois la publication de monographies, de thèses de doctorat, de revues littéraires spécialisées, d'articles simples ou publiés dans des éditions spéciales sur un sujet commun. J'ai voulu examiner le champ de recherche, justement, en dehors des contributions de Claude Abraham, dont je ne le présente pas, mais qui, par son statut d'éminent spécialiste et d'éditeur de ses œuvres complètes, que, comme on sait, Amédée Carriat avait préfacé, fait vraiment figure d'exception, surtout par la continuité de ses recherches sur Tristan tout au long de sa carrière. Une recherche des mots-clés Tristan l'Hermite dans l'index MLA depuis 1985 jusqu'en 2021, sans prendre en compte les travaux d'Abraham, révèle 35 publications parues, soit dans des revues nord-américaines, soit par des chercheurs exerçant aux États-Unis ou au Canada, mais parues dans des revues françaises. Donc c'est pas la totalité, évidemment, c'est ce qu'on trouve dans la bibliographie MLA. Ainsi, par exemple, les articles de Paul Scott, Tristan en plein cœur des États-Unis, et celui de Russell Gainham, Tristan dans le Middle West américain, tous deux publiés en 2015 dans le volume 37 des Cahiers, édité par Lawrence Groves, sont recensés dans la colonne des publications nord-américaines, puisqu'il s'agit de deux professeurs qui enseignent sur le continent américain. Chacun décrit la place de Tristan dans leurs cours. Pour Paul Scott, il s'agit de proposer une belle vue d'ensemble du siècle et un panorama des genres divers. Alors Tristan apparaît dans les discussions de censure, de libertinage et de subversion dans le premier XVIIe. Alors que pour Russell Gainham, Tristan sert à représenter le baroque, à explorer les relations entre production littéraire et mécénat sous Louis XIII. Selon Gainham, je cite, « L'emphase dans les cours est sur la poésie, dont le point focal devient le rôle que joue Tristan en développant une sorte de lyrisme noir typique du baroque français. » Et notons aussi dans cette même édition les essais d'Antoine Souard et de Nicole Mallet, deux chercheurs situés au Canada. Mais je compte aussi, parmi ces 35 publications, dans la bibliographie MLA, l'article d'Hélène Merlin-Cashman, The Crooked Crown, Reading le Cid After la Marianne, paru dans Yale French Studies en 2013, parmi les publications nord-américaines. Puisque bien qu'il s'agisse d'une chercheuse française, l'article est publié dans une revue américaine sous la direction d'éditeurs situés aux États-Unis. L'approche de l'article reflète le profond intérêt américain pour Walter Benjamin dans les études XVIIemistes, ce qui invitait Merlin-Cashman à faire une lecture parallèle de la Marianne et du Cid au prisme du Trauerspiel et de l'allégorisme selon Benjamin. Hérode serait une illustration
par excellence du souverain baroque dans le drame allemand, un prince profondément mélancolique, condamné à la tyrannie et qui finira par sombrer dans la folie. Ce que Merlin Cageman compare de manière surprenante au roi Dom Fernand du Cid et à ce qu'elle nomme le classico-baroque de Corneille. Je recense donc 35 publications depuis 1985, mais si l'on regarde de plus près dans l'index MLA, nous en trouvons seulement 10 depuis 2006. À titre comparatif, j'inclus la recherche équivalente pour un autre auteur en marge du triumvirat Molière, Corneille, Racine, Jean Rotrou. Rotrou compte 45 publications nord-américaines depuis 1985, 19 depuis 2006, donc quasiment le double de Tristan dans la bibliographie MLA. Donc pour l'auteur du véritable Saint-Genès, l'on constate un taux de publication régulier, presque toujours supérieur à Tristan, tandis que chez Tristan, on doit remarquer quand même un affaiblissement, ou en tout cas une stagnation, lors des 2 dernières décennies. Pour Tristan, sur les 35 publications, l'on compte tout de même 29 auteurs distincts, 10 auteurs distincts depuis 2000, alors que pour Rotrou, ce sont 30 auteurs distincts et 16 depuis 2000. Alors regardons les thèses, justement. Si l'on compare les thèses de doctorat où Tristan figure comme auteur principal, une évolution intéressante émerge. Avant les années 2000, l'on recense des thèses centrées presque entièrement autour de Tristan. Je souligne les travaux de Brigitte Hamon-Porter, dont les études sur le picaresque de Tristan par rapport au picaresque espagnol et ensuite les comparaisons de Tristan et d'Assoucy représentent d'importantes contributions aux études tristaniennes. Donc, Brigitte Hamon-Porter. Depuis 2000, l'on constate cependant plus de thèses comparatives, surtout en ce qui concerne les juxtapositions entre Tristan et Rotrou. Tabitha Spagnuolo, Confounding Gender, Enriching Identity, Transvestism in 17th Century French Theatre, analyse le travestissement en relation à l'identité sexuelle chez Tristan, Montfleury, Rotrou et Quinault. Une thèse très intéressante. Ma propre thèse offrait une analyse de la représentation du corps royal tragique chez Tristan, Rotrou, Corneille et Racine. Et en bas, la plus récente, Heather Kirk, doctorante de l'Université de Western à Ontario, a étudié le concept de la professionnalisation au théâtre dans une thèse intitulée « L'auteur dramatique et la conscience professionnelle, 1610-1640 ». Tristan y figure comme un exemple de l'échec de vouloir vivre de sa plume malgré ses manœuvres persistantes. La thèse et le livre en préparation comparent Tristan à 3 auteurs, Hardy, Rotrou et Pierre Corneille. Elle a récemment publié un extrait dédié à Tristan dans un volume sur la désillusion au grand siècle, de Biblio 17 justement. Donc c'est un volume sur la désillusion où Tristan a un rôle important à jouer. Les travaux de Kirk sont à la fois représentatifs par leur approche comparative et représentatifs de la floraison de lectures biographiques outre-Atlantique autour de Tristan. Je pense dans ce cadre au livre récemment paru de Jonathan Spangler, Monsieur, Second Sons in the Monarchy of France, 1550-1800, paru chez Routledge en 2022, au sujet des frères cadets de la famille royale, où Tristan y apparaît comme ami et serviteur de Gaston d'Orléans. Et, je pense que vous devez le connaître, l'important article d'une chercheuse française, Claire Châtelain, The Search for Parents in Tristan l'Hermite, 1601-1655, paru en 2015 dans la plus importante revue américaine sur l'histoire française, French Historical Studies, où elle propose une analyse des contraintes que Tristan rencontra dans les systèmes de filiation et d'alliance familiale. Elle situe Tristan au cœur des pratiques juridiques du XVIIe et examine ses liens avec sa mère et la relation de celle-ci avec ses beaux-parents. Châtelain soutient que Tristan, par l'affirmation de son statut d'auteur, pouvait à la fois souligner sa propre subjectivité et résoudre ses difficultés domestiques et familiales. Vraiment un article très intéressant. Et voilà la même image que Rainer avait fournie, parce qu'on se tourne vers Francis Assaf, professeur à l'université de Georgia et fondateur de la SE17, la Société d'études interdisciplinaires du XVIIe, a publié le Page Disgracié, l'histoire ou une histoire en 2017,
un article dans lequel il tente de départager la réalité de la fiction pour conclure qu'elles sont inséparables dans le page disgracié et qu'il suffit, je cite, de reconnaître le vraisemblable quand le vrai se dérobe. Francis Saff, si on s'en tient aux États-Unis, sans parler du Canada, est peut-être le chercheur qui a le plus écrit au sujet du page disgracié, à l'exception de Claude Abraham, puisqu'il continue à publier à ce sujet depuis 1979 jusqu'en 2017. Il s'est énormément intéressé au genre picaresque, à sa saveur française et à son rapport au récit historique chez Tristan. Et c'est aussi, voilà, on l'a mentionné, Francis Saff qui, avec Catherine Griset, et ensuite avec l'aide de Biblio 17, a réuni les actes d'Athènes, Georgia, un ensemble de 5 conférences de chercheurs américains et canadiens consacrées à Tristan, prononcées lors du colloque de la North American Society for 17th Century French Literature en 1992 et publiées dans Biblio 17 en 1993. On y trouve des articles variés mais précieux comparant Corneille et Tristan pour souligner surtout leurs divergences et la notion d'un héroïsme tragique qui se croise mais finit par se séparer. Ou alors un article sur la représentation du pouvoir entre la Marianne et la mort de Sénèque, ou encore un article sur le poème Terreur nocturne. Parmi ces interventions variées, je soulignerai celle de Richard Goodkin de l'Université du Wisconsin, qui propose une lecture très originale de la mort d'Hippolyte de Tristan, en contraste au récit de Théramène de Racine. Il prête une attention particulière à la fière et chaste Diane chez Tristan, qu'il considère comme l'héroïne du poème, en contraste à la figure pathétique d'Hippolyte. Goodkin explique en quoi cette figure annonce le théâtre classique racinien, surtout par sa proto-psychologie et internalisation du personnage, puisque Diane pâlit, puis rougit d'avoir pâli, comme Phèdre avant la lettre. Cette thématisation variée en 1993 autour des œuvres de Tristan se perpétue jusqu'à aujourd'hui, en particulier au théâtre, puis qui semble toujours inspirer les chercheurs outre-Atlantique de manière toujours renouvelée. Mary-Jo Muratori, en 1997, s'intéressait déjà aux questions de genre dans The Gender of Truth, Rhetorical Privilege in Tristan l'Hermite Marianne, et en automne 2021, Heather Kirk, au Canada, à l'université de Brescia, lançait son cours sur l'héroïne tragique. Donc à l'Ontario, juste en automne dernier, on lisait La Marianne avant de la comparer à Rodogune et à Phèdre. Dans le genre comique aussi, Helen Welsh, à l'université de Caroline du Nord, offrait en 2012 une analyse du parasite de Tristan, pour repenser une tension au cœur du genre baroque, la problématique entre la réalité et les apparences. Welsh s'appuie dans cet article sur les théories de Michel Serres et de Jacques Derrida sur le parasitisme pour démontrer comment Tristan explore de manière très originale pour son époque la nature de l'autorité, du pouvoir et de la médiation, ainsi que le rôle d'un langage théâtral dans la vie de tous les jours. En 2014, dans un volume paru chez Garnier, que vous avez cité, j'ai coédité, donc sur le non-dit, j'ai exploré le silence comme mode paradoxal de contestation et d'affirmation de soi dans La mort de Sénèque. Une inspiration de plus que Tristan a provoquée. Donc, silence, non. L'on ne peut parler de silence dans la recherche et l'enseignement de Tristan. Il s'agit plutôt d'une diffusion discrète, mais constante et sans cesse renouvelée. Peut-être que l'attrait des approches numériques, notamment la numérisation du fonds Amédécaria, vraiment attirera de nouveaux publics. Et par exemple, du côté des États-Unis, le projet franco-américain des registres de la comédie française, où l'on peut en quelques secondes visualiser par des graphes la présence de Tristan sur les planches de la comédie française entre 1680 et 1790, et se rendre compte, en tout cas selon les registres, que Tristan n'a plus été joué au XVIIIe siècle, après la saison 1703-1704.
Ce genre d'approche entraînera de nouveaux regards sur Tristan et sur son œuvre, surtout en termes des comparaisons possibles, telles celle-ci, si on veut encore, je ne sais pas si vous pouvez très bien voir, mais si on peut encore rapprocher Tristan à Rotrou, mais cette fois dans les registres et sur une période de plus de 100 années. Je ne doute pas que ce nouveau type de recherche à la numérisation de ces œuvres, qui leur donnera un plus grand accès et une plus grande facilité simplement de découvrir ces œuvres, permettra à de nouvelles générations des deux côtés de l'Atlantique de se familiariser avec Tristan. Donc peut-être faudrait-il penser ensemble à l'organisation d'un nouveau colloque avec la société aux États-Unis pour promouvoir les échanges franco-américains autour de Tristan, ou penser à une édition spéciale des cahiers sur la traduction, ou comment traduire Tristan, et encourager davantage de chercheurs américains à s'interroger sur les œuvres de Tristan par là, et d'en arriver aux études d'Amédée Carriat et celles de son grand interlocuteur, Claude Abraham, et ainsi de les prolonger. Merci. Oui, pour dialoguer, peut-être, si vous voulez prendre le micro. Ah d'accord, je pensais qu'on allait directement à la... Non. Je ne sais pas comment on procède, si on fait un petit temps d'échange. Après Chiara. Oui. D'accord, ok. Oui. Alors, moi j'aimerais juste rebondir escalité en disant que l'Association des Amis de Tristan prend fort bonne note de cette invitation à prolonger ces travaux. Et puis également noter que, d'après ce que vous nous dites, actuellement, c'est le Tristan dramaturge qui est exposé aux États-Unis, et beaucoup moins le Tristan poète lyrique qui était celui d'Amédée. Et donc c'est plus le Tristan de Claude Abraham, quelque part. Mais c'était juste... Oui. C'est l'influence, je crois, de Claude Abraham. Et maintenant, le page dysprasie commence à oui, apparaître. À Francis Assaf. De Francis Assaf, oui. Et peut-être aussi qu'il était à la Grègue, et une publication autour de ça. Mais je crois que c'est vraiment un hommage à Claude Abraham, en fait, l'importance du théâtre. Oui. Alors justement, vous avez terminé en nous parlant d'humanité numérique. Ça va me servir de transition au moment de présenter Chiara Mainardi, qui a soutenu une thèse en littérature française du XVIIe à l'université de Turin sous la direction de Daniela Dalla Valle. Donc voilà encore une des pionnières que nous célébrons aujourd'hui, cette fois-ci du côté italien. Vous travaillez actuellement au Labex Hopville en tant que postdoctorante à l'université Paris-Sorbonne autour des controverses sur le théâtre. Et vous êtes en charge du développement des humanités numériques de l'université Sorbonne Nouvelle pour s'occuper de la valorisation des travaux de recherche et des bases de données. Donc vraiment ce qu'on a vu côté américain aussi. Vous intéressez donc à la question littéraire analysée par le biais de l'exploration numérique avec ses enjeux et ses problématiques. Et vous consacrez vos recherches à l'étude des données textuelles via la sémantique interprétative et l'approche textométrique. Donc vous allez nous parler de l'Italie et les spécialistes de Tristan l'Hermite dans le sillage d'Amédée Carriat et de Daniela Dalla Valle. Oui, exactement. Merci beaucoup. OK. Donc j'ai préparé un petit PowerPoint, mais vraiment super simple. Mais déjà, je peux commencer à vous remercier de m'avoir invité à cette conférence. Donc en tant que ancienne doctorante de Daniela Dalla Valle, et notamment sa dernière doctorante, il m'a été demandé de proposer quelque chose autour de Tristan l'Hermite dans le sillage de Daniela Dalla Valle. Donc j'essaierai de partir de l'article de Laura Rescia, L'œuvre de Tristan en Italie, qui donne déjà beaucoup d'informations sur la critique italienne jusqu'en 2015. Et depuis 2015, les travaux des critiques italiens sur Tristan l'Hermite n'ont pas été très nombreux. Donc, je vais me focaliser également sur le masque, pardon. L'habitude de l'avoir tout le temps. Également sur l'amitié entre Amédée Carriat et Daniela Dalla Valle, pour ensuite vous parler de la critique italienne. Donc,
ça m'a fait vraiment très plaisir de vous écouter parce que en Italie, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a une baisse des écrits, non pas à partir des années 2000, mais plutôt à partir des années 2010, et autour de Tristan. Et les articles qui sont publiés ont plutôt une approche comparative. Mais donc, n'étant pas vraiment une spécialiste du XVIIe siècle, mais plutôt une chercheuse convertie aux pratiques digitales, j'avais à cœur de vous donner un aperçu numérique de la critique tristanienne pour analyser un peu de manière différente les sujets et les arguments qui étaient pris en compte au fil du temps par les chercheurs italiens. Mais malheureusement, les pratiques de digitalisation des données en Italie ne sont pas encore très fiables, et surtout pour les thèses, mais aussi pour les articles. Donc, j'ai ainsi à contre-cœur dû mettre de côté cette idée du numérique. Je vais donc vous présenter le résultat de mes recherches traditionnelles, résultat qui est un peu embryonnaire encore, mais que j'espère pourra vous être utile. Alors, voilà. Oui, en fait, je suis affectée à l'Université Sorbonne Nouvelle. C'est vrai, j'ai fait un postdoc avec François Le Cercle sur le numérique au Labexoville de la Sorbonne, et donc Paris 4. Et maintenant, je travaille à la Sorbonne Nouvelle, donc anciennement Paris 3. Voilà, mon exposé sera très très simple. Il va s'articuler en 4 points. Tout d'abord les débuts, ensuite la partie vraiment sur Daniela Dalla Valle en tant que fondatrice de l'école italienne, disons, pas vraiment fondatrice, mais disons une des personnes importantes de l'école italienne sur Tristan l'Hermite. Ensuite, l'amitié avec Amédée Caria et pour finir, les spécialistes italiens. Vous voyez une image, donc c'est l'écriture d'Amédée Caria d'un papier que Daniela m'a montré au mois de novembre quand je l'ai vu, notamment pour ce colloque. Et donc, je vais revenir sur ce papier tout à l'heure. Donc, dans son article « L'œuvre de Tristan en Italie, réception et critique », paru dans les cahiers de Tristan l'Hermite de 2015, Laura Rescia donne un aperçu sur la réception et la critique italienne. Elle dresse donc un panorama de l'évolution des instruments critiques qui ont caractérisé les différentes générations de chercheurs qui se sont intéressés à l'œuvre tristanienne. Elle distingue différentes phases. Tout d'abord, l'intérêt porté à la production dramaturgique et poétique de Tristan dans les années 60, au moment de la forte vague des études sur le baroque, grâce notamment aux études de Jean Rosset à Genève et de Franco Simone et Giovanni Getto à Turin. Ensuite, à partir des années 90, elle décrit un élargissement de l'attention des chercheurs sur l'écriture en prose, avec des lectures narratologiques et discursives, qui amènent les chercheurs à mieux éclaircir la dimension libertine de Tristan. Enfin, une troisième phase, à partir des années 2000, se concentre sur la dramaturgie de Tristan. Et nous verrons qu'à partir de 2015, les critiques se concentrent sur tous les aspects de cet auteur, de la dramaturgie à la prose et à la poésie, et les comparaisons avec d'autres auteurs. Donc, déjà célèbre en France depuis longtemps, l'œuvre de Tristan l'Hermite n'est connue en Italie que 2 siècles après la naissance de l'auteur, donc au XVIIIe siècle. Précisément en 1793, la première traduction en langue italienne de la Marianne est publiée à Venise, avec une traduction en italien par Giuseppe Compagnoni. Mais il faudra attendre encore 1 siècle et demi pour que la première édition moderne de la pièce tristanienne voie le jour. Il s'agit de l'édition de Pasquale Iannini, publiée en 1953. Ce travail ouvre la voie pour une redécouverte par la critique italienne. Durant les années 60, le sujet le plus analysé par les chercheurs est la poésie tristanienne, surtout dans une perspective comparativiste. En sont un exemple, en 1954, les travaux de Cecilia Rizza et en 1961, ceux de Francesco Orlando. Cependant, le premier essai entièrement consacré à Tristan fut l'œuvre d'une des élèves de Franco Simone, Daniela Dalla Valle. Alors, Daniela Dalla Valle a étudié à l'université de Turin et s'était intéressée à Tristan lors de l'un des cours de Franco Simone sur la notion de baroque dans la littérature du XVIIe en France et en Italie.
Franco Simone avait présenté certains auteurs, Théophile, Saint-Amand et bien évidemment Tristan l'Hermite. Daniela Dalla Valle a choisi donc de rédiger une thèse sur ce sujet et cet auteur qui l'intéressait. Pendant la préparation de sa thèse, Dalla Valle lit les premiers livres d'Amédée Carriat en 61, livre qu'il avait publié en 55, comme nous le savons. Pendant sa thèse, elle le cherche et elle le rencontre en personne lors de ses journées à la bibliothèque. Et elle fait en même temps la connaissance de Jean-Pierre Chauveau, qui prépare une thèse sur la poésie de Tristan. À l'issue de sa thèse, Daniela Dalla Valle publie Il théâtre di Tristan l'Hermite en 64, faisant connaître au public italien cet auteur dramatique. Pendant la même année, Daniela Dalla Valle élargit sa réflexion s'occupant des lettres mêlées dans 2 articles consacrés aux influences de Giovanni Battista Guarini et de l'Arioste sur les épîtres de Tristan. En 78, elle est invitée à la première réunion des amis de Tristan l'Hermite dans la Creuse. C'est durant cette réunion qu'on réfléchit et qu'on organise la création de la revue Les Cahiers de Tristan l'Hermite. Et malheureusement, Daniela ne peut pas participer à cette première réunion, mais elle reçoit la photo que vous voyez à l'écran ici. Donc, il semblerait qu'il s'agit de 2 papiers. En fait, c'est un seul papier, recto verso, que Daniela garde soigneusement chez elle. Là, c'est son salon, avec son immense bibliothèque derrière. Elle garde ce papier sous plexiglas, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, recto, c'est le frontispice de la Marianne, et des petits mots pour Daniela au verso. Donc, un petit scan du papier qu'elle m'a donné. Quand nous allons voir un peu plus en détail dans la prochaine slide, donc ici le frontispice, vous voyez qu'en bas, j'ai mis une petite flèche violette. Daniel a ajouté à la main 9 juillet 78, parce que c'est vraiment la date de la première réunion. Et ici, voilà, scan du verso, et je propose une transcription à gauche. Donc désolé pour la mise en forme, quand je suis passée en PDF, la mise en forme a sauté, mais j'espère que vous pourrez lire quand même. Donc on voit très bien l'écriture d'Amédée Carriat au début. Il commence en disant de Bellevue, parce que c'était justement la maison de Bellevue, où se tenait la réunion. Et nous retrouvons aussi plusieurs signatures, dont celle de Jean-Pierre Chauveau, Claude Abraham, Jeanne Carriat et René Rougerie. Donc, je vais continuer. Après, on pourra revenir si vous voulez. Et donc, Daniela Dalla Valle et Amédée Carriat se lient au fur et à mesure d'une vraie amitié. Amédée Carriat lui propose de participer avec lui à l'édition du Don Quichotte de la Manche, qu'il avait trouvé, il m'a dit, à un marché de livres anciens. Et elle accepte de le faire. Et c'est en 1979 que le livre est publié à Genève et à Paris. Et ce livre, effectivement, cet intérêt pour Guérin de Boscal est aussi ce qui me lie à Daniela Dalla Valle, car ma thèse portait sur le seul roman que Guérin de Boscal ait jamais écrit, L'Antiope, qui est en soi un roman mythologique, qui fut, entre parenthèses, plagié complètement par Jean Puget de la Serre dans son Thésée ou le prince reconnu. L'amitié entre ces 2 chercheurs et la femme d'Amédée, Jeanne Carriat, va se poursuivre pendant des années, jusqu'à la mort de Jeanne en 1983, ensuite la mort d'Amédée en 2004. Daniela se rappelle s'être rendue souvent et à plusieurs reprises aux différents domiciles d'Amédée Carriat, au début, tout d'abord à Paris, boulevard Soult, dans le 12e, et ensuite à Bellevue d'Estercilia, donc l'endroit où la première réunion s'était tenue et dont on a parlé déjà tout à l'heure. Donc, j'avais trouvé sur Internet une petite vue aérienne. Et oui, je suis passée trop vite, mais c'est pas grave. Donc, dans cette maison à Bellevue, Carriat, comme vous le savez très bien, avait construit de ses propres mains cette très grande bibliothèque pour les livres du XVIIe. Et donc, je présume que c'est aussi cette importante bibliothèque dont Madame Bourlois va nous parler tout à l'heure.
Daniela me disait aussi que, outre sa maison de campagne à Genouillac, Caria avait un pied de terre à Paris, dans le 7e, où Daniela se rendait souvent. Et donc, elle m'a raconté que Amédée Caria, à chaque fois qu'il y avait un marché de livres anciens à Paris, il partait de Genouillac, il se rendait à Paris. Et donc, c'est dans cet appartement qu'il est décédé en 2004. Donc, je pense que ses enfants pourront le confirmer si c'était vraiment le cas, qu'effectivement, il se rendait à chaque fois pour ce marché de livres anciens. Donc, pour ce qui concerne Daniela Dalla Valle et les spécialistes italiens, donc tout le long des années 70 et 80, Daniela a enseigné à Bergame et à Sassari pour 1 année, à Pise pendant 6 ans et à Palerme, où elle avait obtenu la chaire. Après, elle était mutée à Turin. Et à cette époque-là, donc, les cours universitaires concernant les œuvres d'auteurs baroques connaissent une expansion remarquable en Italie. Et l'œuvre de Tristan est enseignée à l'université, et notamment dans les cours de Daniela Dalla Valle et dans toutes les villes de Sur-Cité. Et elle dirige à cette époque-là des thèses autour de Tristan, mais elles ne furent jamais publiées. À partir des années 80, la prose tristanienne fait l'objet de nombreuses études en Italie. Par exemple, avec l'analyse narratologique du page disgracié par Felicita Robello de l'Université de Gênes. Felicita Robello n'a pas vraiment de lien direct avec Daniela Dalla Valle. Elle appartenait à un groupe parallèle à celui de Daniela qui s'intéressait à Tristan. En effet, elle travaillait avec Cecilia Rizza, l'une des premières élèves de Franco Simone. Lorsque Daniela enseignait à Gênes, elle a rencontré Catherine Maubon, à l'époque insistante à l'université de Pise, et Daniela sollicite l'écriture de son livre Désir et écriture mélancolique, lecture de pages disgraciées de Tristan l'Hermite, qui sera publié ensuite à Genève en janvier 81, et axé sur le rapport entre désir et mélancolie dans la prose tristanienne. Catherine Maubon avait également consacré, toujours en 80, un article sur les traces du narrateur dans le page disgracié, qui était publié dans les cahiers de Tristan. Dans les années 80, en Italie, s'enchaînent beaucoup de thèses autour d'auteurs contemporains en Tristan, sous la direction de Daniela Dalla Valle. Certains d'entre elles ont été publiées en tant qu'articles, mais malheureusement, il ne m'a pas vraiment été possible de les retrouver. Dans les années 80, Daniela continue par ailleurs son travail sur la dramaturgie, se dédiant particulièrement à la Marianne, au parasite et au thème de la fausse mort dans La Folie du sage, etc. Le théâtre suscite l'intérêt d'un autre chercheur italien, Gianfranco Fasano, qui se consacre également à l'analyse de la folie du sage. Au centre des études de Cecilia Rizza, nous retrouvons encore, dans les années 80 et 90, l'art lyrique tristanienne, se penchant sur les aspects linguistiques et stylistiques, sans abandonner l'optique comparatiste. Cecilia Rizza s'occupe encore à plusieurs reprises de Tristan à l'intérieur de nombreuses études sur le libertinage et sur les formes poétiques baroques tout au long des années 2000. Au tournant du 3e millénaire, c'est surtout la dramaturgie qui demeure au centre de l'intérêt des chercheurs italiens. En 2002, Marco Olivera, un des élèves de Daniela Dalla Valle, consacre un article aux sources jésuites au sujet de la mort de Crispe par rapport à la double réécriture de Canaille et Tristan. Ruggero Campagnoli, de l'Université de Bologne, organise une journée d'études entièrement consacrée à la Marianne, et cette même pièce avait déjà fait l'objet en 1999 d'une communication de Filippo D'Angelo au sein d'un colloque tourinois. En 2004, Felicita Robello coordonne le numéro des carrières de Tristan l'Hermite dédié à Amédée Caria. Et dans ces 9 articles, nous en retrouvons aussi un écrit par Daniela Dalla Valle, où elle compare la mort de Marianne entre l'œuvre de Tristan et celle de Calderon. Une journée d'études a été organisée par Daniela Dalla Valle et Laura Rescia en 2013 sur le rapport entre croyance et incroyance, lors desquelles les communications de Barbara Piquet, Iole Morgante et Laura Rescia tournaient autour de Tristan. À partir des années 2010, ce n'est plus seulement la dramaturgie qui intéresse les chercheurs italiens. Le page disgracié est au centre des analyses de cahiers de Tristan l'Hermite en 2013, où nous retrouvons la communication de Filippo D'Angelo qui s'interroge sur les aspects et de la mise en intrigue de ce roman. De même,
la poésie de Tristan n'arrête pas d'intéresser les chercheurs. Toujours en 2013, Gabriele Quaranta de l'Université de Rome publie un article sur les emblèmes appliqués entre la poésie de Tristan l'Hermite et la décoration française du XVIIe. Quaranta a soutenu une thèse en 2013 sous la direction de Colette Nativelle et de Claudia Cerivia de Rome. En 2017, on revient au sujet du page disgracié avec Roberto Romagnino, qui publie un article dans les cahiers de Tristan l'Hermite où il traite de la portée énergique de certaines séquences du page disgracié, séquences mises en lien avec les romans pastoraux et héroïques, et plus largement l'écriture tragique. Roberto Romagnino est philologue de formation et a soutenu une thèse en 2015 sur la direction de Delphine Denis. Donc, lors de ces dernières années, la dramaturgie continue quand même d'intéresser les chercheurs, comme par exemple pour le mémoire En co-tutelle France-Italie de Giacomo Gardini en 2018, intitulé un essai de comparaison entre les dramaturgies de Tristan l'Hermite et Pierre Corneille, dirigé par Sandrine Bergard et Bruna Conconi de l'Université de Bologne. En 2018, Laura Rescia publie dans la revue XVIIe siècle son article Tragédie, tragicomédie pastorale et opéra français dans les études italiennes, où elle touche parmi les autres aussi à l'œuvre de Tristan. Mais ce n'est qu'en 2020 qu'elle publie dans les cahiers un article où elle se concentre surtout sur une analyse de la pastorale Amaryllis comme une pastorale à contretemps. À rebours de ces déclarations, il semble que la pièce soit en fait une réécriture de la comédie de Rotrou, La Célimène, à laquelle l'auteur confère une coloration bucolique. En 2020, Daniela Dalla Valle a été sollicitée pour donner un avis sur un article pour Studi Francesi. C'est l'article de Maxime Cartron, Lire Tristan l'Hermite par morceaux sur un choix de page de 1960. Et dans cet article très détaillé, Cartron analyse les modalités par lesquelles Caria a pu susciter un regain d'intérêt pour cette œuvre et son auteur, et dans quelle mesure le choix de page d'Amédée Caria témoigne d'une actualité éditoriale. Et l'avis de Daniela Dalla Valle était bien évidemment très positif. En 2018, Cartron publie également un autre article sur Tristan l'Hermite, où il traite de la Marianne, et il soutient sa thèse en 2019, thèse dirigée par Olivier Leplâtre. Pour revenir aux spécialistes italiens en 2021, l'attention est à nouveau centrée sur la poésie de Tristan. Pour ce numéro, le numéro des cahiers de Tristan l'Hermite, Iole Morgante propose son article Parcours textuel de Pietro Bembo à Tristan l'Hermite, où des noyaux thématiques de Pietro Bembo donnent un rôle essentiel à la poésie lyrique, mais aussi au poète. C'est sous cet angle, plutôt comparatiste, que certains choix dans l'écriture et la construction des recueils de Tristan sont éclairés. Pour conclure, dans le sillage de Daniela Dalla Valle, les spécialistes italiens qui s'occupent de Tristan l'Hermite ne sont pas très nombreux, mais les chercheurs qui continuent à s'intéresser à cet auteur ne manquent pas, notamment dans le cas de collaborations franco-italiennes. Comme sur une balançoire, la critique tristanienne s'étend de sa production dramaturgique à la poétique, passant par son idéologie et sa contemporanéité, en se concentrant au cours des dernières années sur les analyses et les comparatistes, comme nous l'avons vu avec Gardini, Rescia et Morgante. En 2022, les chercheurs italiens n'ont pas fini de s'interroger sur l'œuvre de Tristan, l'intérêt des questionnements sur sa poétique, ses œuvres et sa philosophie vont encore inspirer des mémoires de master, des thèses, des articles ou bien encore des œuvres. Et la modernité de Tristan l'Hermite va continuer à allumer l'intérêt des chercheurs au fil du temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on a prévu un petit temps d'échange. Alors, j'aimerais le lancer juste en faisant une remarque, donc en remerciant tous les orateurs, parce que, mais c'est aussi grâce à la conception même du colloque, on voit qu'à travers les témoignages, donc nous avons entendu, les mises en perspective, on voit l'histoire littéraire en train de se faire. Et je me disais qu'effectivement, il faudrait encore plus faire cette histoire littéraire des passeurs, des professeurs, de tous les intermédiaires, parce que là, on voit quand même des tranches de décennies du XXe siècle, effectivement, évoluer sous nos yeux.
et finalement faire une histoire des filiations intellectuelles, des réseaux, pas seulement ce qu'on fait spontanément pour les auteurs, les créateurs, mais le faire aussi pour les interprètes. Et là, on voit toute une constellation, et Amédée Carrère est au centre de cette constellation qui part vers les États-Unis, vers l'Italie, vers l'Allemagne, et ça fait des études qui dialoguent finalement. Les idées comme ça circulent dans un réseau, et c'est tout aussi intéressant que d'étudier justement les filiations pour un auteur qui s'est inspiré de tel autre ou en a inspiré d'autres. Et là, on voit comment l'histoire de l'interprétation d'une œuvre se dessine, histoire qui, au XXe siècle, est forcément internationale, et Amédée, justement, enracinée dans la Creuse et au centre de cette constellation internationale. C'est très, très visible, et ça c'est grâce à l'organisation du colloque qui a manifesté effectivement avec puissance ce réseau que ça émerge. Et on voit justement comment, actuellement c'est le dramaturge, mais pas seulement. Enfin, on voit, il y a des effets comme ça de réseaux qui se produisent. Donc je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, à dialoguer entre vous, ou si je donne tout de suite la parole à la salle. Un micro circule. Je veux bien juste répondre à ce que vous venez juste de dire, parce que c'est vrai que, donc, comme moi, mon sujet, j'ai décidé de faire tout sauf Claude Abraham. C'était en quelque sorte floué, parce qu'il y a cette immense figure et qui a dialogué, comme on l'a vu, vraiment avec l'Allemagne, avec la France, mais qui n'a pas eu énormément de doctorants. Il était dans des facultés où on n'avait pas énormément de doctorants américains qui ont continué. Donc, bien sûr, il en avait, mais et ça c'est intéressant aussi, je pense. Donc, on l'a beaucoup lu, mais ça transforme la question de passer. Ça va de Gainesville à Limoges, et puis ça en Allemagne, et puis ça revient aux États-Unis, où ça passe par les cahiers. Enfin, on pourrait peut-être, justement, en parlant des humanités numériques, on pourrait faire un réseau, un dessin des réseaux et de la manière dont ça a été passé. Bien sûr, l'importance des colloques, et c'est pour ça que oui, je souligne cette idée. Et quand vous avez évoqué les liens entre Tristan et Calderon, je trouve que ce serait vraiment intéressant aussi de faire des liens entre Tristan et Shakespeare, ou essayer d'apporter un plus grand public anglais ou américain, de département d'anglais, qui ne connaîtrait pas Tristan, mais qui serait très intéressé de le comparer. Ouais, je soutiens ce que vous dites. Oui, justement, pour répondre à votre question, en fait, il y a très peu de temps, il y a, je crois, 2 semaines à peine, j'ai assisté en ligne à une journée d'études où il a été question justement de la Marianne et de Marianne de l'époque shakespearienne. Et donc, je suis restée en contact avec l'une des personnes qui était intervenue dans cette journée d'études. Et le projet commence à naître justement d'une réflexion commune autour du théâtre baroque de Tristan et de la Marianne en particulier, et du théâtre baroque élisabétain. Alors, puisque j'ai la parole, je vais la garder juste un petit instant. J'avais 2 questions en particulier à poser, l'une à Alain Gentio et l'autre à Hélène Billis. Évidemment, j'ai suivi toutes vos communications avec le plus grand intérêt. Et la première question, donc à Alain, il me semble qu'il y a un terme qui est revenu à plusieurs reprises et dans les témoignages plus personnels du début et dans vos propres communications, c'est le terme d'amitié. Et évidemment, ce n'est pas anodin que notre association, notre société savante s'appelle les Amis de Tristan l'Hermine, bon, comme il en existe effectivement beaucoup d'autres, mais en fait, à t'écouter, Alain, j'avais vraiment l'impression qu'Amédée Carrère avait réussi à nouer un lien d'amitié, ce qui peut paraître un peu étrange pour quelqu'un qui est décédé depuis longtemps et qui n'existe plus qu'à travers ses livres. Et je voulais savoir, en fait, comment, à travers ta lecture, puisque là, effectivement, c'est un acte de lecture supplémentaire qui vient s'ajouter à la lecture très créatrice, finalement recréatrice, qu'Amédée Carrère fait de l'œuvre poétique de Tristan.
comment tu comprenais, tu concevais l'articulation entre le savoir, il a été question également de transmission, Amédée Carriat a été décrit comme un passeur, et ce lien fondé sur la sensibilité, une sensibilité extrêmement personnelle, puisque tu as même dit qu'Amédée Carriat faisait de l'œuvre de Tristan une lecture baudelairienne, bon, ce qui paraît a priori un peu incongru, mais bon, on comprend bien dans quelle perspective cette lecture a été faite. Donc voilà, comment comprends-tu, à travers la lecture de l'œuvre d'Amédée Carriat, le rapport, l'articulation entre savoir, érudition et cet exercice de la sensibilité, de l'amitié, au fond? Vaste question. Alors, bon, je vais dissocier l'homme et l'œuvre, si tu me permets. Alors, Amédée, je ne l'ai pas beaucoup connu, puisque moi, j'étais très ami avec Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Chauveau, et c'est donc Jean-Pierre qui m'a conduit vers Amédée, que j'ai fréquenté effectivement au début de mon entrée en Tristanie. Et véritablement, je corrobore tout ce qui a été dit sur son caractère généreux, chaleureux, bon vivant. C'est vrai qu'on a déjeuné ensemble. C'était quelqu'un vraiment pas du tout triste, très gai, enfin très chaleureux. Bon. Et donc quelqu'un qui a vraiment cette propension à l'amitié. Et j'ai l'impression, en lisant son Tristan, qu'il reconnaît en Tristan, ou il projette sur Tristan, je ne sais pas, des traits de caractère fondamentaux, justement, dans cette vocation à l'amitié. Ça c'est important. Bon, je suis entièrement d'accord avec toi que notre association s'appelle les Amis de Tristan, comme il y a beaucoup d'associations d'amis d'auteurs, mais que chez nous, peut-être plus encore qu'ailleurs, non seulement les sociétaires sont des amis entre eux, mais développent, à l'imitation d'Amédée, cette amitié pour Tristan, cette sympathie, puisqu'Amédée nous l'a rendu contemporain. Vraiment, on se sent de plein pied avec lui. Et ça, je crois que c'est véritablement l'œuvre d'Amédée, même si Amédée n'a jamais été le président de la société, il a toujours été la cheville ouvrière. C'est souvent les secrétaires qui travaillent beaucoup plus que les présidents, mais en tout cas, Amédée ne s'est jamais mis en avant. Mais il a vraiment insufflé son esprit particulier à cette société. Et je crois que c'est à lui qu'on doit, à ce mot d'ami, cette charge encore plus sensible, affective, que je crois déceler dans ses ouvrages, et qui, effectivement, infuse dans notre société. Oui, et puis d'ailleurs, Jean-Pierre Chauveau, Amédée Carriat, enfin tous les fondateurs en quelque sorte, ont su nous passer le relais d'une façon absolument remarquable, je trouve. Alors je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'avais une autre question à propos de la communication d'Hélène Billis. Quelle place occupe, ou peut-être la place est-elle vide, l'enseignement du page disgracié aux États-Unis? Parce que vous avez parlé du canon littéraire à propos du théâtre, vous avez dit finalement, ce qu'il apparaissait dans vos schémas, c'est que le page disgracié était étudié dans le cadre de travaux universitaires, mais semble-t-il, je ne sais pas, peu enseigné. Et en même temps, bon, alors évidemment, c'est un texte très singulier, mais en même temps, je pense que c'est un texte qui peut avoir une réelle vocation pédagogique, parce qu'on y trouve finalement une sorte d'échantillon de beaucoup des formes romanesques. Donc un texte qui me semble à la fois accessible et très utile pour faire découvrir, disons, la littérature romanesque de l'époque baroque à des étudiants peu informés. Ça marche, oui. Oui, non, je suis complètement d'accord et je pense que pour le moment, le page disgracié n'est vraiment pas assez étudié, très peu étudié, et que c'est en fait il va y avoir un grand changement, je pense. On s'est beaucoup intéressé, je crois, aux travaux sur les questions de lecture à clé. Et c'est vrai que c'est le genre de texte qui fait beaucoup de choses, qui permet de parler de beaucoup de choses. C'est vrai que quand on a besoin d'un texte clé pour le XVIIe ou la montée du roman, La Princesse de Clèves occupe tout l'horizon.
Et ensuite, on s'intéresse aux États-Unis beaucoup, je pense, à Saint-Réal, mais on pourrait maintenant vraiment se tourner. Et je pense que, je ne sais pas assez à quel point les éditions sont accessibles. Dans le classique, folio classique, c'est sorti au moment de la Gregg, c'est ça? D'accord. Donc voilà, donc je pense que peut-être qu'on va avoir une transformation sous peu grâce à ça. Je vais tenter, je vais faire mon possible. Et si je puis me permettre, cette question de l'accessibilité, elle passe aussi par les traductions. Alors moi, je voulais poser une question à Chiara. Quid des traductions, mais ça vaut pour Hélène aussi. Enfin, mais on sait un petit peu plus peut-être l'état des lieux des traductions de Tristan aux États-Unis. Mais côté Italie. Oui, côté Italie, ça fonctionne aussi. Non, je n'ai pas trouvé grand-chose après 2015 pour le moment. Donc, et même j'en ai parlé avec Daniel au mois de novembre. Elle m'a dit non. Donc effectivement, je creuserai mieux. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Oui. Je pense que justement, la MLA a une série qui s'appelle Text and Translation, où ils cherchent des nouveaux textes qui ont été très rarement traduits en anglais, mais qui auraient vraiment un atout pédagogique. Et donc je pense que, si ce n'est pas moi en tout cas, il va bientôt y avoir des chercheurs qui vont essayer de passer par cette édition MLA. Oui, Emmanuel Bury. Cet après-midi, Claude, l'ombre a plané au-dessus de nos débats. Il serait quand même heureux qu'en France, on puisse traduire sa monographie sur Tristan. Parce que c'est qu'il semble acquis que tout le monde lit l'anglais, mais il y a quand même, entre lire l'anglais et lire l'anglais, il y a quand même parfois une petite différence. Et c'est quand même la seule monographie d'un petit format, qui fasse le point, le tour d'horizon. Et je me demande pourquoi est-ce que on n'a pas... Parce que l'énorme travail qu'il a fait, moi je me souviens avoir rencontré Claude Abraham il y a plus de bientôt 30 ans. D'ailleurs, il était très très chaleureux avec les jeunes chercheurs. C'était un homme d'une grande générosité. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment que quand on commençait, mais tu as connu ça Alain aussi, quand on commençait à travailler sur les questions de poésie au XVIIe, on se rendait compte que des choses se passaient outre-Atlantique. Daniela Dalla Valle, que j'ai connue dans les mêmes années, aussi était celle qui nous parlait de la pastorale de façon... Et que tout ne s'est pas fait. Et que le paradoxe, c'est que dans les cahiers de Tristan l'Hermite, on voit les nœuds se faire entre ces différents acteurs. Et je crois que les cahiers sont en eux-mêmes vraiment l'esprit de ce réseau dont tu parlais. C'est le cœur de cette toile qui fait que c'est comme l'animation des cahiers qui crée un réseau international. Et ça me faisait songer à ce que faisait Roger Duchesne à la même époque, avec le Centre méridional de recherche du XVIIe siècle, où, faisant des colloques thématiques les uns après les autres, ce n'est pas le même esprit, faisaient se rencontrer les mêmes chercheurs. On y croisait Cecilia Rizza, Daniela Dalla Valle, on y voyait Jules Brody, Claude Abraham. Enfin, il y a une sorte de... Et ces lieux de rencontre, cette sociabilité savante est vraiment nécessaire. Et Tristan est un des rares auteurs, à ma connaissance, qui est fédéré à tel point. Parce que quand on regarde chez les 19e des sociétés comme les Balsaciens, c'est tout de suite des chapelles. Et vous prenez... Il y a Stendhal, il y a 2 sociétés Stendhal. Enfin bref. Alors que là, chez Tristan, il y a une sorte d'harmonie qui peut-être est due à l'âme qui a présidé à ces travaux, à savoir, comme tu disais, l'amitié et l'œuvre d'Amédée Caria. Donc je pense que c'est vraiment... Enfin, là, ça renvoie à tout ce que vous avez dit tous les trois, mais sur ce que j'appelle cet effet de réseau international qui est suscité autour de Tristan. Oui, tu as raison. Et puis justement, le numéro des cahiers dont on a parlé tout à l'heure, dirigé par Lawrence Groff, qui était un Tristan autour du monde, qui faisait à l'instant T un espèce de bilan des études tristaniennes par pays, réactivait le réseau avec des visages nouveaux, parce que là bon nombre de ces pionniers ne sont plus là, d'autres ont un peu cédé la place à leurs disciples, et voilà maintenant que de nouveaux réseaux sont à même de se créer. Mais je suis d'accord, on lit Claude Abraham en anglais, mais cette monographie qui reste centrale d'histoire littéraire sur la cour
de Gaston mériterait une traduction. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être une dernière question, parce qu'on est tenu par un horaire aussi, la bibliothèque fermant à 18h. On pourra un tout petit peu dépasser, mais voilà. Je serai bref, que Joël se rassure. Oui, c'est vrai que c'est important, cette histoire des interprètes. Et finalement, cela a permis de le comprendre cet après-midi. Mais il y a autre chose qui me surprend, parce que moi, c'était pour moi une évidence, et je pensais que ça avait été fait depuis longtemps par les 17e-istes, c'est le rapprochement de la Marianne avec le théâtre élisabétain. Vous avez là soulevé cette piste, mais c'est... Oui. Ce que je ça veux a dire, été fait quand même. Ah oui. ce que je veux dire, moi je voulais insister sur l'idée, ça a été fait dans le sens où les spécialistes de Tristan ou les spécialistes des études françaises comparent avec le théâtre élisabétain. Mais ce qu'il y a moins, et ce que j'aimerais faire pour pouvoir ouvrir davantage, c'est que ce soit dans l'autre sens, que ce soit que les élisabétains s'intéressent et découvrent Tristan. Oui. Parce que comme vous avez vu, je suis passée rapidement, mais les effectifs en français ne cessent de diminuer. Et donc, forcément, on lit moins, et on lit moins en français. Il y aura moins en moins d'étudiants, il y aura moins en moins de doctorants. Donc, par contre, les thèses en anglais, les études élisabéthaines se portent très, très, très bien. Et donc, ce serait dans cette direction-là que j'aimerais aller, c'est d'ouvrir à ces groupes, ou aux Espagnols, les Italiens. Enfin, c'est vrai que la traduction, faire une sorte de colloque ou édition spéciale pas sur autour du monde, mais sur comment parler la langue de Tristan dans une autre langue. Oui. Ça serait intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de littérature comparée, mais il ne faut surtout pas le penser en termes d'influence, étant donné que Shakespeare n'a pas influencé quiconque au XVIIe siècle français. En revanche, dans plusieurs pays, simultanément apparaissent de même type de dramaturgie, tout simplement parce qu'ils imitent tous, en gros, Sénèque. C'est l'influence du sénéquisme qui est chez Shakespeare, comme elle est chez Théophile de Viau et chez Tristan. Et là, c'est un sujet comparatiste fondamental. Mais dans un but pédagogique, évidemment, en territoire anglo-saxon où Shakespeare est une catégorie en soi, il y a peut-être les baroques, mais il y a Shakespeare. Et Shakespeare, c'est un monde en soi. Effectivement, rattacher un auteur à Shakespeare par le biais de la comparaison, ça va lui donner effectivement une aura et le rendre intéressant parce qu'il baigne dans Shakespeare. Donc c'est tout à fait intéressant. Oui. Bien, on va terminer la session. Pardon pour avec notre cet effet marathon de l'après-midi. Demain, ça sera une journée un peu plus paisible. Voilà. J'en profite pendant que Joël s'installe, juste pour vous dire, elle le dira elle-même par rapport à l'exposition. Si on n'a pas le temps de la regarder en détail ce soir, on aura un moment demain matin, probablement. Mais elle va nous présenter la valorisation du fonds. Et puis, j'en profite, moi, c'est important parce que je suis l'organisatrice matérielle, pour vous dire pour le dîner au restaurant du Pont Saint-Étienne, qu'on peut partir, c'est pas loin de l'hôtel, à, allez, on va dire 19h45, 50 au plus tard, de l'hôtel, dans le hall de l'hôtel, on se retrouvera. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ça fait partie aussi d'un colloque réussi, et il l'est en tout point. Alors justement, je ne présente pas notre hôte, puisqu'elle est ici dans ses murs, chez elle, donc Joëlle Bourlois, conservatrice, archiviste, paléographe. Vous avez commencé votre carrière à la BNF en 1995, lors de l'ouverture de Tolbiac, où vous avez participé au déménagement des collections audiovisuelles et vous étiez en charge du dépôt légal des documents multimédia. Donc là, on voit qu'il y a tout un réseau qui se tisse autour du multimédia et qui alimentera les conversations du soir. Après un passage par les bibliothèques universitaires de Compiègne et Limoges, vous avez rejoint en 2010 la DRAC comme conseiller livre, puis vous êtes devenue directrice du pôle Limousin et patrimoine en 2020, chargée de la valorisation des fonds patrimoniaux.
et donc en particulier de ce fameux fonds Amédécaria autour duquel nous nous rassemblons et dont vous allez nous parler maintenant. Oui, donc je vais vous parler un petit peu du fonds. Donc là, on va revenir aux sources. Donc ça fait 2 ans que je suis à la BFM de Limoges, mais je connaissais mes interlocuteurs, mes prédécesseurs et certains d'entre vous avec qui j'ai pu travailler quand j'étais à la DRAC. Le fonds Amédécaria, la BFM de Limoges, il est là depuis 2004 et comme l'ont souligné ses enfants tout à l'heure, c'est un don qui avait été préparé notamment lors de l'exposition de 2001 qui avait eu lieu à la Mazarine. Et ce qui est drôle, c'est quand je suis arrivée de la DRAC, j'ai emmené dans mes bagages des documents, donc le catalogue de la bibliothèque, de l'exposition qui avait eu lieu à la bibliothèque Mazarine en 2001, avec à l'époque un petit mot d'Amédécaria à mon prédécesseur Lydie Valero. Et je l'avais amené parce que je savais très bien que ce ne serait pas conservé côté DRAC. Et est arrivé dessus le projet de Sophie Tonolo. Donc ça alimente aussi le fonds. Donc quelques chiffres. Alors c'est un petit peu difficile à dire puisque en gros le fonds est scindé en 2, la partie bibliothèque et la partie archives. Donc la partie archives, elle a été dispersée en 2 cartons, traitée en 2 cartons. Donc je ne donne pas le nombre exact de documents qu'il y a dans ces cartons puisque c'est un petit peu délicat. Des brochures. Donc les brochures, l'intérêt, c'est toutes les collectes, les lectures d'Amédécaria, les tirer à part de tous les auteurs que vous avez cités. Donc ça veut dire aussi bien des documents en italien, en français, en anglais, en allemand, qui ont été édités dans les cahiers Tristan l'Hermite ou ailleurs, et qui ont été traités en même temps. Et puis, bien sûr, les éditions originales de Tristan l'Hermite, donc que vous pourrez voir ici dans l'exposition, même si tous n'ont pas été exposés. Donc il y a 24 éditions originales et traitées comme et 2 copies d'éditions de la BNF. Donc ce sont des photocopies. Donc on rappelle aussi qu'on était dans l'ère de la photocopie noir et blanc. Donc on a beaucoup de documents qui les accompagnent. Donc on l'a rappelé toute l'après-midi. Ce fonds, c'est l'histoire d'une vie et d'un auteur. Alors pourquoi la BFM de Limoges ? Pourquoi ça a été... Oui, ça ne paraît pas de la même façon, excusez-moi. Pourquoi la BFM de Limoges et pas à Guéret ? Alors je pense que je n'ai peut-être pas toutes les solutions, mais la bibliothèque de Limoges est une bibliothèque municipale à vocation régionale et que dans la région, c'est la bibliothèque où est affecté le conservateur d'État mis à disposition. Donc tel est mon cas. Et qui a des conditions de conservation puisque nous avons des magasins spécialisés. Et à l'époque, la bibliothèque de Guéret était en plein travaux, en préfiguration. Et je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles le fonds a été en particulier donné à Limoges. Et on a rappelé la correspondance entre Amédécaria et Pierre Campagne qui avait préparé justement cette donation. Donc, qu'est-ce qui compte essentiellement pour la valorisation du fonds ? Parce qu'en fait, donner un fonds à une bibliothèque, c'est bien, mais si on le met dans un coin, c'est un peu moins bien. Et quand j'ai commencé à travailler avec Sophie sur l'exposition, j'ai commencé à regarder un peu plus précisément ce qui avait été traité dans le fonds, ce qui avait été décrit ou pas, et la manière dont les documents étaient conservés. Le signalement, c'est important, puisque c'est à partir de ça que vous, chercheurs, vous identifiez les collections qui sont dans les bibliothèques. Alors le signalement a été fait, et notamment tous les ouvrages qui ont été donnés en 2004 ont été catalogués. Et même s'ils sont rangés dans des étagères différentes pour des raisons de format, de conservation, de support, tous ont été identifiés avec le nom du donateur, ce qui permet en fait de reconstituer virtuellement le fonds. Et à chaque fois qu'on catalogue un document, il apparaît dans la liste des documents à notre catalogue. Donc ça, c'est pour la partie documentaire, la partie livre. Alors,
je ne suis pas douée avec ce truc. Je ne sais plus comment on fait pour repasser de l'autre côté. Voilà. On n'a pas la même chose à l'écran. Hein. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ouais, mais on n'a pas la même projection. C'est quand je passe de l'un à l'autre. Non, mais c'est pas grave. Bon, je vais continuer pendant ce temps-là. Donc le signalement, c'est vraiment un premier élément. Mais l'autre élément, c'est aussi les opérations de conservation. Et parmi les éditions originales qui ont été léguées à la BFM, donc de Tristan l'Hermite, on y arrive. Moi, je ne vais pas le mettre en diaporama, mais... à partir du début, on va repasser... Ah, bon. Oui. Encore. Et voilà. Encore une. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer par rapport au signalement, c'est que même si les documents sont catalogués à la BFM de Limoges, il faut déjà penser à trouver le fonds Tristan l'Hermite à Limoges. Pourquoi à Limoges ? Donc là, j'étais bonne élève, et étant passée par la Bibliothèque nationale de France, je me souviens des outils, et surtout en tant que chercheur, on essaie d'identifier aussi d'où proviennent les sources, puisque finalement, la préoccupation principale pour la valorisation des fonds, c'est comment fait-on pour sortir de sa bibliothèque ? Une bibliothèque n'est pas faite pour cacher les documents, mais bien pour les montrer. Et ça, la profession commence à changer un petit peu, puisqu'en fait, j'ai trouvé dans des réserves des cartons cachés dans lesquels il restait des archives d'Amédée Carriat qui n'avaient pas été traitées. Alors pourquoi il y avait un carton traité, un non traité ? Ça, ce sera peut-être à vous de le dire quand vous aurez l'ensemble des documents numérisés. L'essentiel, c'est d'identifier. On ne peut pas penser qu'un fonds, Tristan l'Hermite, soit spécialement à Limoges. On le chercherait peut-être à Guéret ou à la Bibliothèque nationale de France. Et donc l'important, ce sont les outils nationaux. Et en particulier, bon là je ne peux pas le charger, mais je vous le montrerai. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ce sont les fameuses fiches CCFR que vous connaissez peut-être. Donc le catalogue collectif de France qui permet d'identifier les fonds. Décidément. Bon, c'est pas grave. Je vous la montrerai. Donc, la fiche permet, quand vous interrogez le catalogue collectif de France, d'identifier que si vous faites des recherches sur Tristan l'Hermite, les documents se trouvent ici à la BFM de Limoges. Je le montrerai à la fin, ce sera peut-être plus simple. L'autre élément de valorisation, c'est d'assurer la conservation pour qu'on puisse toujours communiquer ces documents au public. Donc, lors de l'exposition, on a pu sortir un certain nombre d'ouvrages et nous avons la chance aussi à la BFM de Limoges d'avoir un atelier de reliure avec 2 relieurs professionnels qui nous ont d'ailleurs beaucoup aidés dans le montage de l'exposition et qui permettent aussi de traiter les fonds et de les conserver en fabriquant un certain nombre de supports. Donc ici, en l'occurrence, j'ai un petit ouvrage qu'on avait trouvé voilà, tel quel dans le fond. Donc c'est La folie du sage, sans doute habillé par Amédée Carriat, avec son écriture, ses petites cotes. Et donc on lui a fabriqué un petit livret, un petit coffret pour pouvoir le conserver bien à l'abri dans les magasins. Donc ça, c'est aussi important pour nous, puisque ça conditionne la conservation et la communication. Donc je passe un nettoyage, réparation, restauration, magasin,
et communication aussi des documents pour la recherche, c'est-à-dire de pouvoir aussi favoriser l'accueil des chercheurs, que ce soit sur place ou à distance. La valorisation, ce sont bien sûr aussi les expositions. Donc on a parlé tout à l'heure de l'exposition qui a eu lieu en 2001 à la Bibliothèque Mazarine, et il y a eu aussi ici une exposition qui avait été préparée par Amédée Caria avec Pierre Campagne sur Tristan l'Hermite. Donc l'exposition de cette année, donc on est bien content qu'elle puisse avoir lieu, qu'elle puisse voir du public, parce que ce n'était pas forcément gagné l'année dernière. Et donc l'idée aussi, c'est de systématiquement avoir un volet numérique qui permette à la fois de conserver cette exposition, de pouvoir la rendre itinérante, de pouvoir donner accès aux documents pédagogiques qui ont été réalisés à cette occasion. Et aussi, donc là j'ai vu par exemple la bibliothèque départementale de la Creuse la possibilité d'avoir un kit d'exposition itinérante qui puisse être proposé aux différentes bibliothèques, sachant que les supports numériques permettent d'avoir accès à un contenu amélioré. Et quand vous parliez tout à l'heure des traductions, je pense que ça aussi ce sont des éléments importants, ne serait-ce que d'avoir accès à de la documentation élargie qui s'adresse aussi à un grand public. Donc, et la numérisation dans tout ça. Donc la numérisation, c'est aussi la possibilité de communiquer avec les chercheurs à distance, à partir du moment où le fonds est connu, de pouvoir vous donner accès. Donc c'est ce qui a été un petit peu initié avec vous pour certains avec les boîtes d'archives d'Amédée Caria. Et la numérisation aussi des ouvrages originaux qui se fait en complémentarité avec les autres bibliothèques et éventuellement les autres sources de numérisation type Google sur le site des archives par exemple, etc. Donc là, ce qui a été réalisé, alors je ne sais pas si cette fois-ci ça va marcher, peut-être. Donc la numérisation, elle a été double. Donc les papiers d'Amédée Caria en tant que chercheur n'ont pas été publiés sur la bibliothèque numérique du Limousin. Alors pourquoi on ne la voit pas? Je ne comprends pas. Ben oui, mais il ne s'affiche pas là-haut. Il a disparu, oui. C'est pas comme ça. Bon, décidément, ça ne marche pas comme je veux. Je comprends pas ce truc-là. Bon, on va le terminer. Ah. Ah voilà, c'est bon. Pardon. Je vais y arriver. Donc je disais que les papiers d'Amédée Caria en tant que chercheur, donc, qui sont exposés en haut, vous ont été communiqués pour une consultation à distance, mais ne sont pas sur la bibliothèque numérique. Ne serait-ce que parce qu'il y a sur la numérisation toute la question des droits, et que la question des droits n'est pas forcément facile à régler, notamment quand il y a des correspondances, puisqu'il faudrait qu'on ait l'accord de l'ensemble des chercheurs pour pouvoir numériser, ou l'ensemble des personnes qui ont écrit. Donc c'est un travail un petit peu compliqué. En revanche, tout ce qui est communication à distance et sur intranet pourrait être aussi une solution à terme. Là, ce qui a été fait, c'est la numérisation des éditions que nous possédons et qui complète ce qui a déjà été numérisé par la Bibliothèque nationale ou d'autres bibliothèques. Donc vous avez accès à l'intégralité du document et donc là, on a aussi la numérisation d'un document qui est à la bibliothèque de Guéret et qui s'est fait en coopération avec la bibliothèque de Limoges. Et si je rebondis donc sur Tristan l'Hermite, nous avons eu aussi la possibilité, alors là je remercie les enfants et Olivier Rougerie qui nous ont cédé les droits pour pouvoir numériser justement les ouvrages d'Amédée Caria qui ont été publiés chez Rougerie. Et donc, vous avez voilà, les documents complets
numérisés qui sont accessibles pour tout le public. Donc c'est aussi un moyen de valoriser et de faire lire Tristan l'Hermite, Amédée Caria, et de pouvoir accéder à cette documentation à distance et de manière permanente. Donc c'est un travail un petit peu de longue haleine qui pourra se poursuivre en fonction des demandes, des recherches, etc. Donc pour l'instant, j'en ai mis 2 en ligne, donc les 2 poèmes oubliés et choix de page, sachant que les 2 autres suivront d'ici une semaine ou 2, puisque c'est un travail où on recadre les images, on refabrique les PDF. Et comme je l'ai mentionné à Olivier Rougerie et aux enfants, c'est une numérisation telle quelle avec les marques d'appartenance de la bibliothèque. Donc voilà, issu du fond. Et je pense qu'on va arrêter là. Donc l'idée, c'est aussi systématiquement de communiquer autour des ouvrages que l'on peut avoir, de Tristan l'Hermite, d'autres documentations. On aura aussi un atelier pour les enfants. Donc un angle d'approche par rapport à cette période, c'est de travailler sur l'héraldique. Et on a un collègue au secteur enfance qui va faire des petits ateliers sur l'héraldique en partant des armes de Tristan l'Hermite, qui sont aussi une occasion de découvrir le XVIIe siècle, un auteur, mais de manière très, très, très simple et un atelier pratique. Donc il y a plusieurs angles d'approche pour la valorisation. Et la difficulté, alors je ne le cache pas actuellement qu'on a, c'est de sensibiliser les lecteurs et de faire lire tout simplement des ouvrages et de faire connaître ce qu'il y a dans nos fonds. Alors j'espère que les chercheurs reviendront un petit peu sur les différents ouvrages. Et je pense qu'on peut, grâce à l'outil numérique, quand même essayer de diffuser un peu largement l'importance des fonds qu'on peut avoir ici. Donc l'exposition, c'est bien sûr un autre outil de valorisation qui est vraiment très important. Et là aussi, il faut faire monter les gens au pôle patrimoine. Et monter un escalier, c'est très, très difficile. Donc voilà, je vais arrêter là. Ça nous laisse un petit peu de temps pour que je vous montre où est ce fameux pôle patrimoine Limousin à la BFM. Et vous en aurez un accès libre à l'exposition. Et bien sûr, si vous avez des questions au fur et à mesure de ces 2 journées, je suis à votre disposition. Ah si, j'ai oublié un truc. Pardon. J'ai oublié quand même quelque chose. Mais, ah oui. Alors, ça fait partie des petits trésors. Donc, comme je travaille avec Sophie qui me demandait de consulter des ouvrages, chercher dans le catalogue, etc. Et là où on a vraiment beaucoup de trésors à la BFM et on ne sait pas forcément tout, il y avait la mention d'une plaque de cuivre qui servait à un portrait de Tristan. Donc je suis allée dans la réserve précieuse, j'ai farfouillé, comme j'aime bien farfouiller un petit peu. Il est bien identifié, bien catalogué. Et en fait, c'est la plaque qui a permis d'imprimer le portrait à la fin du XVIIIe et qui était diffusé par Amédée Caria. Donc j'en ai discuté un petit peu avec Olivier tout à l'heure. Si on pouvait le retirer, ce serait peut-être pas mal. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Après, je vous la montrerai en vrai de plus près. Alors, j'avoue que le conditionnement n'est pas adéquat, donc j'ai demandé à mes collègues de le refaire, de faire quelque chose d'un peu plus... Donc, ce qui me fait dire que ça vient du fond d'Amédée, c'est qu'il y a ça dedans. Donc, le portrait imprimé chez Lecante à Guéret. Donc, je pense que c'est le même acabit de ce qu'il y a dans ces papiers. Le tirage de la fin 18e. Voilà, la gravure. Et puis, la plaque. Voilà. Avec au dos une annonciation qui a été rayée, on pourra regarder de plus près, mais celle-ci n'est pas rayée. Donc on peut la retirer. Alors est-ce qu'on a le droit de retirer à partir d'un document patrimonial, enfin d'un objet patrimonial? Telle est la question. Voilà. Il faudrait demander à Frédéric Martin. Bien sûr. Donc je pense qu'on va essayer. Il faudrait que Frédéric Donc, ce sera Martin... un cadeau à faire à l'association des amis de Tristan l'Hermite, de pouvoir faire un tirage, et puis après, libre à vous d'utiliser. De le publier dans les cahiers. Voilà. On serait très reconnaissant.
Et donc je vous invite à monter au pôle patrimoine. Oui, c'est fléché. Donc ceux qui veulent faire un petit arrêt Voilà, au au moins passage regarder. peuvent, mais on se retrouve là-haut. Voilà.